Quand on entreprend, on a 9 chances sur 10 d'échouer, de planter sa boîte. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Quand on a autant de chances de rencontrer l'échec, pourquoi y aller ? Je suis Fanny Rimbaud et je suis entrepreneur. Depuis 3 ans, avec Instinct Collectif, je tends le micro à mes consoeurs et mes confrères pour comprendre ce qui se cache derrière le costume de l'entrepreneur. Dans le podcast qui va suivre, il ne s'agit pas de se donner des tips d'entrepreneur ou de raconter une success story. Et d'ailleurs, si c'est ce que vous cherchez, vous n'êtes pas au bon endroit. Ici, on pose le masque, le temps d'une conversation, et on parle de la liberté d'entreprendre, et surtout à quel prix. Bienvenue sur le podcast d'Instinct Collectif, et bonne écoute. Dans les pages qui suivent, il y a les mots rage, honneur, intense, mat pokora, chasse sous-marine, irréparable, nudité, deuil, vertige, handicap, grâce, confusion, couille, Aristote, yak, solitaire, filet de sécurité. Il y a des coups du sort, des coups de bluff et quelques coups de maître. Il y a de l'amour, de la colère, de la liberté et des trahisons. Il y a des rêves et bien sûr il y a la mort, ainsi que ce formidable instinct de survie. Plus dense qu'une séance de cinéma, le portrait. Tous entrepreneurs, tous semblables et tous foncièrement différents. Ils ont vécu la crise de 2020 et souvent celle d'avant, sans parler de séismes locaux à l'échelle de l'entreprise. Ils exercent dans tous les secteurs d'activité et viennent de tous les milieux sociaux. Ils ont créé, repris ou hérité. Ils se sont interrogés, remis en cause, traités de tous les noms, félicités au gré des chocs et des ascensions une fois embarqués dans le grand vide de l'entrepreneuriat. Leurs parcours n'ont rien d'une ligne droite, ce qui nous a apporté cette certitude. La liberté d'entreprendre telle que nous la vivons en France est précieuse. Mettons-la en œuvre, continuons à la faire grandir. Donc aujourd'hui, c'est avec toi Xavier pour voir ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des mots dans ce que je viens de te lire qui résonnent particulièrement avec ton parcours ? Ouais, il y a deux choses. La première chose, c'est parler de crise. Enfin, je prends mon exemple personnel. Moi, si je remonte dans l'arbre généalogique de mes parents, grands-parents, etc., eux, quand ils ont eu 20 ans ou 30 ans, ils ont tous été mobilisés pour aller à la guerre. Et moi, la crise que j'ai vécue, c'est des crises financières, la crise Covid, etc. C'est quand même loin des crises que mes aïeuls ont pu connaître. Donc, il faut rester calme par rapport aux crises. Ça, c'est le premier point. Après, on parle beaucoup de... Des crises financières peuvent démarrer des crises sociales et des guerres. Enfin... Oui, d'accord. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Touchons du bois que ça n'arrive pas, mais on n'en est quand même pas là. Donc, il faut quand même... Voilà. Il faut quand même remettre les choses à leur place par rapport à notre génération. On est quand même une génération, moi qui suis né dans les années 70, on est quand même une génération assez protégée par rapport aux crises, aux grandes crises qu'on a pu connaître malheureusement. Ça, c'est la première chose. Après, on parle de courage ou d'autres. Est-ce qu'il faut du courage ? Oui, il faut du courage dans la vie pour faire n'importe quoi, pour essayer de réussir quelque chose. Est-ce qu'il en faut plus quand on est entrepreneur ? Peut-être un peu plus, mais être entrepreneur, c'est aussi douter beaucoup. Faut pas croire qu'on est complètement hermétique au doute, à l'échec. C'est des sentiments qui viennent aux prises de risque. On est conscient aussi des prises de risque que l'on prend. Donc, c'est les deux points que je noterais par rapport à ce que tu viens de dire. Si on imagine qu'on tire une feuille, là, et c'est ton encéphalogramme, et que cet encéphalogramme, il prend ton intériorité émotionnelle, tu vois, et qu'il y a des pics de stress, des pics de joie, des moments de down, peut-être des moments de désespoir, j'en sais rien, si on voit vraiment les extrémités, en fait, sur le champ émotionnel. On prend les dernières années, donc est-ce que déjà tu arrives à identifier ces points ? Oui, assez facilement, parce que quand on est entrepreneur, en fait, je pense qu'une des différences entre un entrepreneur et un salarié d'une grande société telle que j'ai pu être avant, c'est il faut avoir une bonne capacité à gérer l'amplitude de ses émotions. Parce que forcément, être entrepreneur, c'est des émotions exacerbées. Et ça peut être du jour au lendemain, on est très up, et puis on peut être très down le lendemain. Dans une grande entreprise, tout ça, c'est quand même un peu plus mesuré, puisqu'on est encadré par ses collègues, l'environnement, la structure de l'entreprise, etc., la résilience de l'entreprise. Alors quand on est une jeune entreprise, on a beaucoup moins de résilience. Donc la première chose, c'est savoir gérer
ces grands moments de up and down. Et bien sûr, j'en ai qu'on en connaît. Hein, la création de la société, on est très content. Et les premiers échecs de preuve de concept, on est. Alors vas-y, montre-nous la photo là. Si tu nous prends un pic, je sais pas, le premier pic auquel tu penses, donc il doit faire référence le premier pic auquel je pense, c'est la première commande du premier client. Ça c'est extraordinaire ce moment-là. Et puis quand on a livré et que le client est satisfait et qu'on voit le compte en banque qui augmente pour la première fois alors qu'on a l'habitude de voir sa trésorerie baisser parce qu'au début on ne fait que dépenser. Donc ça c'est un moment vraiment exaltant. Tu veux nous raconter ? Alors c'était en 2019 en fait, la première commande qu'on a faite avec notre technologie sur les applications cosmétiques. Donc c'est là aujourd'hui où on est le plus connu avec notre marque Cosmegreen. Donc on a tout inventé en fait, le nom de la marque. Bien sûr on avait la base technologique, mais on a fait les preuves de concept avec les premiers clients. Le client, ça lui a plu, on a poussé. Après, il a fallu industrialiser. Il a fallu répéter l'industrialisation pour démontrer que le produit était stable, etc., etc. Enfin, toutes les étapes classiques de sortie d'un produit, les aspects réglementaires, mettre la bonne étiquette sur la palette parce que, mine de rien, c'est une cause aussi qui paraît minime, mais une cause de refus chez les clients, etc. Et vous livrez. Et le client est content en plus, voilà. Donc ça c'est vraiment le moment quand même exaltant. Et alors si on prend l'extrême inverse. Alors il y a eu. Déjà je note que quand je te parle des pics, le premier moment qui te vient c'est un moment de joie en fait. Oui, bien sûr. C'est pas un moment d'accablement. Enfin je veux dire. Non. À la même question, les personnes qui y ont répondu peuvent soit choisir une photo qui correspond à un moment de stress intense ou en effet un moment de joie. Ouais. Et toi, tu as choisi un moment sur les downs, il y en a eu plusieurs. Il y a se tromper dans les recrutements. Voilà, ça m'est arrivé une fois et je m'en suis vraiment voulu parce que quand on crée une société, chaque personne est super importante dans toute l'entreprise. Chaque personne est forcément super importante, mais c'est encore plus critique. Voilà. Donc se tromper quand on recrute, ça c'est dur. C'était au début. C'était au début. Voilà. Personne key people. Enfin, évidemment, tout le monde est key people, mais. Ouais, forcément, mais une personne, il faut se séparer parce que ça va pas. Donc ça, c'est assez dur à vivre. Ça a été le tout début de la crise Covid où on avait des développements dans d'autres secteurs et ces secteurs-là, plutôt dans la construction, qui est notre deuxième segment qu'on est en train de développer, qui sont arrêtés soudainement. Donc, on avait des personnes qui étaient dédiées à ces projets-là, etc. Donc, il a fallu absorber le fait que ça s'arrête, mais garder les gens motivés parce qu'on voulait les garder, etc. Donc, il faut... Je dirais, moi, ce que j'ai l'habitude de dire, quand on est vraiment up et qu'on a une vraiment bonne nouvelle, il faut en faire des tonnes, quoi, avec ses équipes. Il faut démultiplier voilà. Puis, quand on est down, il faut amortir ça par rapport aux équipes. Alors, il faut savoir amortir, absorber le stress que ça peut provoquer ou les peurs, les craintes. Il faut que le dirigeant puisse absorber ça et exacerber quand ça marche bien, quoi. Ah oui. Voilà. Pourquoi absorber le choc ? Parce que vous avez surtout nous, on a quand même des personnes chez nous qui sont plutôt jeunes, qui n'ont pas forcément l'expérience de ce genre de situation, qui peuvent très rapidement se démobiliser, se démoraliser. C'est peut-être un instinct de protection aussi, je sais pas. Mais je pense que c'est le rôle du dirigeant de savoir absorber aussi les mauvaises nouvelles, les partager, leur dire la vérité, mais voilà, un peu minimiser, sans vouloir cacher la vérité, mais un peu minimiser, absorber une partie du stress. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles où vraiment, toi, tu te disais, là, c'est vital, en fait, concrètement, dans X semaines, mois, en fait, on peut mourir, mais délibérément, je ne vais pas le communiquer ainsi. Est-ce qu'il y a des moments comme ça qu'on peut se jouer ? Non, on n'a pas eu ces moments-là. On a ces discussions-là avec les actionnaires, par exemple, où on dit, à telle échéance, il faut absolument qu'on prenne on a ce type de risque, qui est toujours le risque financier de pas avoir assez de cash pour continuer.
Donc, il faut qu'on se prépare. Voilà les options qu'on propose. Et là, on discute. Mais non, pour le moment, on n'a jamais eu ce moment critique où il faut annoncer on a une situation et auquel on ne sait pas comment faire face. Non, on peut annoncer, dire voilà, on a des échéances style l'exemple que j'ai pris sur la crise Covid et l'arrêt de certains segments en disant bon voilà, ça va s'arrêter, mais voilà ce qu'on propose de faire voilà. Comment on va gérer cette situation-là? Il faut arriver déjà avec des idées, voilà, et les faire parler. Voilà, comment vous voyez les choses, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ils viennent aussi naturellement à ne plus être dans le moment de la réaction, mais dans le moment de l'action. Ok, j'ai absorbé l'information, maintenant on fait quoi? Et on rentre tout de suite dans l'action. Il faut minimiser ce temps de... Oui. Voilà, c'est ça qu'il faut faire c'est ça, à mon avis, qu'il faut faire quand je dis il faut absorber une partie du stress. C'est minimiser, en fait, ce temps-là. Il y a quelque chose dans ton profil d'entrepreneur qui est caractéristique. C'est que tu n'as pas toujours été entrepreneur. Tu as une carrière avant. On pourrait presque parler d'une conversion professionnelle. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu es OK avec ce terme, mais Ouais. je te laisserai utiliser ceux avec lesquels tu es à l'aise. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu d'où tu viens, quelle trajectoire tu as choisi et qu'est-ce qui s'est joué dans le fait de choisir de rejoindre un projet qui naissait et de le piloter? Oui, alors, moi, quand je suis sorti de mes études, le Graal, à l'époque, c'était d'intégrer un très grand groupe international. Donc, je suis rentré chez Nestlé dès la sortie de mes études. Et pour moi, c'était... voilà, j'avais atteint déjà le Graal. Et alors, parenthèse, mais il me semble que déjà, souhaiter conquérir un grand groupe, c'était un pas de côté par rapport à un schéma de trajectoire, comme tu me disais, de père en fils chez moi. Ouais, exactement. Nous, de génération en génération, on est agriculteurs en Normandie, et c'est une trajectoire que je voulais pas vraiment suivre. Pour tout te dire, à l'époque, j'en étais pas si certain que ça. Mais en tous les cas, j'avais envie de voyager, découvrir le monde, rencontrer des gens, aller dans le monde de l'entreprise, avec potentiellement l'idée peut-être de revenir dans le monde qui m'était destiné, je dirais. Mais j'avais vraiment envie de cette étape-là. Donc j'ai réussi à intégrer un grand groupe, ce qui m'a permis de voyager, de rencontrer, de réaliser ce que j'avais envie de faire. Et puis ça m'a permis aussi de me structurer en tant que dans mes compétences, dans ma façon d'être, dans mes capacités à manager, à gérer, etc., différentes situations. J'ai continué dans un autre groupe. Pour moi, ça a été un des premiers échecs. C'est, par exemple, chez Nestlé, j'avais pas compris au début qu'il fallait gérer sa carrière. Moi, je travaillais, j'étais content. J'avais une évolution de carrière qui était très bien. Mais à un moment, je me suis dit, mais je suis pas en train de gérer ma carrière. Là, il faut gérer ma carrière à l'intérieur des deux groupes comme ça. Il faut être plus percutant sur la gestion de carrière. Ce que j'avais pas forcément compris. Tu l'as compris à quel grâce je l'ai à quoi? compris au bout de 5-6 ans, quoi. Et c'était déjà un peu tard. Et donc j'ai quitté Nestlé pour intégrer un autre grand groupe international dans la chimie fine. Je voulais aussi changer de type de poste parce que comme je gérais pas vraiment ma carrière, je voyais que chez Nestlé, ils allaient m'emmener dans une carrière de spécialiste, plutôt dans tout ce qui est les aspects supply chain. Et moi, je me suis dit, mais moi, je veux faire du marketing, du commerce, etc. Et je me suis aperçu que c'était peut-être trop tard pour changer. Donc, j'ai changé de société et je suis passé au marketing et au commercial dans cette société-là pendant 5 ans. Et puis là, je me suis aperçu, j'étais un peu plus intense sur ma gestion de carrière. Et je me suis aperçu, pour atteindre un poste de direction générale d'un grand groupe, ça repassait par renforcer mes compétences académiques, je dirais. Donc c'est pour ça qu'en 2012, je suis intégré un MBA à l'INSEAD pendant 1 an. Ce qui m'a permis au sein du même groupe de passer du marketing commercial à la direction industrielle. Donc là, gérer beaucoup de monde, j'ai plus de 500 personnes, 8 usines.
et avoir d'autres aspects du monde de l'entreprise, hein, la gestion industrielle avec tout ce que ça comporte, les syndicats, les grèves, etc. Tout ce qu'on ne connaît pas quand on est au commerce et au marketing. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans et puis après j'ai changé de société pour atteindre ce que j'imaginais à l'époque être le Graal pour moi, c'est-à-dire la direction générale d'un groupe international. Et j'étais basé à l'étranger en Italie. Donc pour moi, c'était j'avais atteint le Graal. Et puis Achievement, voilà, j'avais coché mes cases. J'avais moins de 50 ans et puis je me suis aperçu qu'en fait, c'est pas ça que je voulais. Est-ce qu'il y a une photo? Est-ce qu'il y a un moment, enfin, je sais pas, je caricature l'image d'Épinal, mais genre, en regardant, là, l'image qui me vient, c'est, j'imagine, on regarde soit la mer, soit on observe un paysage à travers une fenêtre, une espèce de révélation, d'épiphanie. Non, ça c'est pas. Non, je suis pas quelqu'un comme ça. J'ai pas eu une révélation, quelqu'un Très bien. En fait, le moment où la petite voix se déclare officiellement pour dire, c'est peut-être pas ce que tu voulais. Non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est plus un cheminement en fait où je me suis. Peut-être la photo, c'est de me retrouver nuit après nuit dans des hôtels en différentes régions du monde en disant mais en fait je suis loin de tout. J'ai pratiquement plus d'amis personnellement. À part mon travail, il y a plus rien qui m'excite vraiment. Je sais pas, j'avais un peu l'impression d'être perdu. Ce que j'avais pas non plus ou mal anticipé ou pas su comprendre, c'est quand on est à la tête d'un groupe international, on est très isolé. En fait, on est seul. Voilà, on est très seul. Et j'ai peut-être pas su m'entourer suffisamment pour gérer cette situation-là. Donc à partir de là, je suis revenu en France en fait. Et je me suis dit, je veux plus travailler pour des grands groupes. C'est pas parce que je les ai pas aimés. Moi, j'ai adoré. Société comme Nestlé, c'est extraordinaire pour apprendre à travailler. J'ai un souvenir incroyable de cette société-là. Mais je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je me suis intéressé au monde des startups, de la reprise d'entreprise, etc. Et puis, je suis tombé sur ce projet-là, sur Fagreen, qui était en cours de montage. Et alors, l'histoire, c'est que le dirigeant, la personne qui était à la tête de ce projet-là, première réaction à la vue de mon CV, en fait... il voulait pas me voir parce qu'il me trouvait trop diplômé. Voilà. Et c'est quelque chose que j'aime pas, qu'on me dise trop diplômé, ça veut rien dire. Un diplôme, c'est rien. C'est pas parce que j'ai fait l'INSEAD que je vais tout réussir. Et on avait prévu un petit déjeuner là sur Paris, tout près de là où on est là, actuellement. Et rue de Madrid. Ouais, pas très loin, voilà, pas très loin d'ici. Et on avait prévu un petit déjeuner et en arrivant, il me dit je te préviens, j'ai une demi-heure et on a fini l'entretien, il était 15h. Voilà. Donc c'est une rencontre. Voilà, c'est une rencontre et cette personne-là m'a passionné. Et puis j'ai rencontré, j'ai regardé le business plan, ce qui était prévu, etc. Ça m'a plu et je me suis dit tiens, allez, on y va. Et ça fait plus de 5 ans. On est dans ce petit déj là et le moment où il change de regard sur toi, ça s'est joué sur quoi? C'est le fait de me présenter tel que j'étais et pas ce qu'il avait pu voir, lui, sa photo au travers de mon CV. Donc, un CV, on met assez classique, on met ses diplômes, ses expériences, etc. Et puis, quand on voit les gens, qui tu es, dis-moi qui tu es. Ah, c'est ce qu'il t'a demandé? Oui, bien sûr. Mais j'ai attaqué ça. Je lui ai dit, moi, voilà, je suis comme ça. Voilà pourquoi je viens. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et pourquoi j'ai envie maintenant de rentrer là-dedans, de faire ce projet-là. Et en tout cas, ce que j'avais compris de ce projet-là. Et je pense que c'est comme ça qu'il s'est dit, il est peut-être pas comme j'avais eu. Et voilà, ça s'est fait. Et très bien. Donc ça démarre. Vous êtes combien à l'époque? On est 4. Vous êtes 4. Oui. Ah non, mais ça fait drôle parce que vous êtes 4, on est dans des locaux qui sont loin du standard que j'avais pu connaître. Il faut tout faire, il faut acheter les bureaux, aménager une cuisine, commander des ordinateurs, même faire le setup des ordinateurs, qui fait ça, acheter un téléphone, il faut tout faire. Et alors ça m'a pas vraiment fait peur parce que là ça m'a rappelé quand je travaillais, quand j'étais jeune avec mon père qui était agriculteur. Il faut tout faire. Quand on est agriculteur, il faut tout faire. Il faut penser sa stratégie. Qu'est-ce que je vais faire? Quand est-ce que je vais vendre? Quand est-ce que j'achète?
Et puis ça c'est souvent le dimanche autour de la cheminée quand on discute. Et puis le lundi matin, il faut mettre les gants et le faire parce qu'en fait vous êtes tout seul ou vous avez 1 ou 2 ouvriers, mais il faut le faire, voilà. Et ça me fait pas peur. Ça m'a pas fait peur, ça m'a plutôt fait marrer au départ. Et puis après, il faut, voilà, quand je suis arrivé, voilà ce qui s'est passé. Ouais. À quel moment t'as senti que t'avais besoin soit de l'utiliser, soit de développer ta boîte à outils de gestion d'équipe? J'entends par là le management, comme on manage une équipe sportive, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans ton propos. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà développé avant, avec les 8 usines, etc. Ou c'est vraiment quelque chose qui s'est joué sur le terrain de l'équipe qui grandit? Oui, je m'en suis beaucoup plus inspiré pour cette expérience-là, en fait. Et je regrette un peu de pas, à l'époque, avoir compris ou intégré cette dimension-là dans les postes que j'ai pu avoir avant. Quelle différence entre avant et maintenant? Qu'est-ce que vraiment là tu ne referais plus que tu faisais avant, et qu'est-ce que tu as mis en place qui marche? Et d'être beaucoup plus entouré. Voilà, même si on est tout petit, on peut trouver. Voilà, je fais partie d'un club de chefs d'entreprise, donc c'est important une demi-journée par mois d'échanger sur différents sujets ou de sortir et de comprendre que les autres ont les mêmes problèmes. C'est de bâtir rapidement son écosystème. Quand on est 4, forcément, il y a des trous dans la raquette de compétences de partout. Donc, il faut construire son écosystème. Il vous faut un expert dans plein de domaines. Donc, vous construisez votre écosystème et vous bâtissez ça. Moi, j'ai un critère de sélection. C'est bien sûr des gens qui sont experts dans leur domaine. Mais c'est la disponibilité, quoi. Il faut que les gens soient disponibles. Voilà. Et puis, il faut être transparent avec eux. Il faut partager. Peut-être qu'à l'époque, j'avais pas bien compris que même quand on était dans des très grands groupes, à des postes importants, il faut aussi partager ses doutes, etc. On se retient un peu de partager ses craintes et ses peurs, alors qu'aujourd'hui, avec mes équipes, je suis assez transparent. Ils voient très bien quand je suis bien ou quand je suis un peu moins bien, etc. J'ai moins de crainte à partager ça. Alors, est-ce que ça vient de l'expérience ou parce que voilà, en tout cas, j'ai mieux compris ça. En tout cas, je l'ai mieux intégré. Et ça vient du milieu aussi de l'expérience sportive. Alors moi, j'ai pas de carrière sportive à remarquer, mais ma compagne était une sportive de haut niveau. Et le fait quand on est sportif de haut niveau, on vit plus d'échecs que de réussites. Hein. Faut le savoir. Et il faut savoir apprendre de ces échecs, quoi. Qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, bien fait, etc. Et je pense que c'est une définition des entrepreneurs. C'est quoi un entrepreneur? C'est quelqu'un qui, ne va pas chercher d'excuses face à ses échecs. Il va toujours expliquer son échec en disant « c'est moi qui n'ai pas su faire ». D'autres personnes auraient souvent tendance à dire « ah non, mais c'est l'environnement, et on a eu la crise Covid, il y a la crise financière, il y a eu la crise… » Enfin, ils expliquent souvent les échecs par facteurs externes. Alors qu'en fait, c'est toujours, pour moi, c'est toujours des facteurs internes. On n'a pas su s'adapter à un environnement qui change, bien que des fois, l'environnement change tellement vite que ça peut vraiment être fatal. Faut pas non plus, mais… Et le sportif, le vrai sportif de très haut niveau, il comprend ça très très vite, quoi. Voilà. Et c'est pour moi la grande différence entre un sportif de haut niveau et un sportif à haut potentiel, mais qui n'a pas encore bien compris, qui va vous dire mais j'avais vent contre, lui il m'a fait ci, j'étais pas en bonne disposition, etc. Et le sportif très haut niveau, il dit j'étais pas en bonne disposition parce que j'ai mal fait ça, donc il faut que je travaille là-dessus, faut que je m'adapte. Oui, il y avait du vent, il faut que je m'adapte à mieux courir quand il y a du vent, ou mieux golfer quand il y a du vent, ou mieux piloter ma voiture quand elle n'est pas forcément à 100% de son potentiel. Voilà, donc c'est entre le haut niveau de performance et je dirais le niveau en dessous, c'est savoir intégrer et comprendre de ses échecs. Qu'est-ce que moi je dois encore faire pour passer les barrières de performance, en fait. Ce que tu dis à propos des sportifs, un sportif de haut niveau, c'est plus d'échecs que de réussites. Tu pourrais dire la même chose pour un entrepreneur? Ah oui, ouais.
Ouais, il vaut mieux des petits échecs et des grosses réussites, des grandes réussites, parce qu'à la fin, la différence entre un sportif et un entrepreneur, c'est que un entrepreneur, il engage quand même des investisseurs, etc. Donc, un sportif de haut niveau engage aussi tout un environnement avec lui, un écosystème avec lui. L'entrepreneur, souvent, il y a des enjeux financiers, humains, qui peuvent être plus conséquents face à l'échec. Donc, ça peut être vu un peu... il y a une responsabilité qui est un peu plus grande. Je pense qu'on peut dire ça. Mais oui, il faut savoir... je suis un peu perdu sur la question. Voilà. Quand tu dis sportif de haut niveau égale plus d'échecs que de réussites, si c'est valable pour les entrepreneurs. Ah oui, les entrepreneurs, bien sûr, il y a beaucoup d'échecs dans l'entreprise. Si on regarde bien tout ce qu'on fait, etc., il y a des projets, on aurait dû aller plus vite, on aurait dû changer d'orientation plus vite, garder plus de détermination, enlever un peu d'obstination. Des fois, on s'obstine, on pense que le marché va arriver face à ce qu'on fait. Non, il faut rester déterminé à atteindre sa cible, mais quitte à s'adapter à son environnement et à changer de la façon dont on va y arriver. Ça, c'est pour moi la différence entre la détermination et l'obstination. C'est très, très dangereux, surtout pour des sociétés comme les nôtres, qui sont très scientifiques. Donc, vous avez des scientifiques dans l'entreprise qui croient dur comme fer leur technologie, et ils ont raison. Des fois, qui peuvent être obstinés à dire c'est ma technologie qui va sortir, et à un moment, le marché va s'aligner avec ma technologie. Non, il ne faut pas raisonner comme ça. Il faut être déterminé à sortir sa technologie tout en l'adaptant à son environnement. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, c'est le rôle du leader, de faire bien comprendre ça. Alors là, tu touches un point extrêmement sensible, en effet, dans notre industrie. C'est comment est-ce qu'on accompagne des ressources, des profils qui sont très product first avant d'être client first. Comment est-ce que tu accompagnes ce discours un peu de « mais non, mais ça, je sais ce que je fais ». Comment les deux parties dialoguent entre elles? Qu'est-ce que tu as développé comme technique pour faire dépasser la vision de quelqu'un? Alors ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Alors, la première chose, c'est de les exposer au marché. D'accord? Donc, il y a différentes façons. C'est de les exposer face à des clients. Et là, il voit très bien que le client, il a besoin de la technologie, mais lui, il a besoin de la technologie pour quelque chose, pour satisfaire des clients, pour générer plus de croissance, pour générer du cash, etc. Et donc, ça lui fait prendre un peu de recul par rapport à cette technologie. La deuxième chose, c'est de les faire travailler vraiment en coéquipe. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir quelqu'un qui est très technologie et quelqu'un qui est très marketing. Donc, c'est pas facile à gérer, souvent, ce groupe de travail, parce que ça peut être un peu chien et chat. Mais si on y arrive, c'est pour moi une potentielle solution de succès. Voilà, d'arriver à marier les points de vue. Après, moi je dirais ces deux points-là, c'est des choses qu'on essaye de faire. Enfin, c'est pas qu'on essaye de faire, qu'on s'oblige à faire, qu'on fait, quoi. Parce que qu'on fait. Est-ce que ça part même dès la sélection des talents? Oui, exactement. Alors ça, c'est crucial dès le recrutement. Parce que quand vous avez des grands, nous on est dans la chimie, donc on a recruté des personnes dans la chimie qui ont bac plus 10, bac plus 12, parce que c'est quand même très technique, donc on a besoin de ce type de profil. Il faut faire très très attention à qu'est-ce que ces personnes-là ont fait à l'extérieur. Est-ce qu'ils ont déjà été... Parle-nous de ton processus de sélection. Est-ce qu'ils ont déjà... été exposés à des situations où ils ont dû... ils ont été exposés à des situations où ils ont appris, ce qui leur a permis d'apprendre, d'être plus tolérants, de savoir écouter, de savoir convaincre, pas en imposant, mais en rebondissant sur les idées des autres, etc. Donc pour moi...
c'est vraiment des critères extrêmement importants lors du recrutement. Parce que des bac plus 10 dans la chimie, on a la chance en France d'en avoir beaucoup. Des gens très bien formés. Mais la différence, c'est vraiment sur ces points-là. Donc, c'est souvent des personnes, des critères assez simples à regarder, c'est est-ce qu'ils ont eu une expérience à l'étranger? Parce que quand on vit à l'étranger, forcément, on est plus tolérant. Il faut savoir évoluer dans un environnement où il y a plus d'incertitudes, on domine moins les choses, on est moins à l'aise. Et pourtant, il faut savoir quand même naviguer dans ces environnements-là. Est-ce qu'ils ont d'autres passions? J'aime pas beaucoup les gens qui me parlent que de chimie. Leur passion, c'est la chimie, etc. Je pense que chacun d'entre nous, on a d'autres passions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer d'autres passions? Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de vous dépasser dans un autre environnement? Est-ce que vous faites un sport, de l'art, voilà. Et se dépasser, c'est... moi, je joue du piano, mais j'aime pas jouer en public, mais je me suis forcé à faire un petit concours ou à rentrer dans... Voilà, ça m'a forcé, ça m'a permis... J'ai forcé... Quelqu'un qui a essayé à un moment de forcer un peu sa personnalité, sortir un peu de sa zone de confort. Voilà. Et ces personnes-là vont être capables, en tout cas vont avoir plus de capacité à travailler avec des gens qui ont des façons de réfléchir ou de penser qui sont différentes. C'est valable aussi pour les gens du marketing. C'est pas que les gens de la technique. Vous avez des gens du marketing ou du commerce qui vont arriver en vous disant non mais le marché c'est ça, le marché c'est ça, le marché c'est ça. Donc la technologie voilà comment elle doit être et point barre et qui fixe les règles. Il faut faire attention quand même à ces profils-là qui sont un peu donneurs de leçons. Donc ça marche dans les deux sens, dans les deux côtés. Quels sont les apprentissages que tu as fait de toi-même depuis ces 3 dernières années? Alors les apprentissages, j'ai pas mal travaillé parce que c'est aussi un domaine qui m'intéresse à titre personnel, mais c'est sur la gestion de mes émotions, en fait, je dirais. Comme je disais, il faut gérer les up and down. C'est le monde des startups, c'est vraiment très up and down dans les informations qu'on a à traiter, etc. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on travaille et je fais travailler les équipes. Pour toute personne, pour moi, il faut se lever le matin avec l'envie de faire quelque chose et de réussir et pas tout casser, mais envie de faire quelque chose parce que si on se lève le matin, on n'a pas envie, c'est pas intéressant. Mais il faut aussi le soir se coucher en disant tiens, aujourd'hui j'ai fait des trucs bien. Voilà. Alors il y a des journées c'est très facile, on l'illustre très bien, on voit les images, oui j'ai fait ça, puis en plus on a eu un succès là-dessus. Les journées c'est très simple. Il y a des journées où vous avez qu'une partie des deux, puis il y a des journées où vous n'avez rien du tout. Et si on réfléchit bien, on a toujours dans la journée, même si on a eu des mauvaises nouvelles, des choses qui vous disent « Ah, mais j'ai quand même fait ça. J'ai quand même réussi à faire ça. » Ou même face à la mauvaise nouvelle, j'ai quand même su réagir de telle façon. Voilà. Donc ça, c'est des choses, j'insiste beaucoup avec les équipes, de travailler là-dessus. Voilà. Le soir, je pars de mon bureau, ou même si je suis chez moi. Je quitte l'endroit où j'étais en train de travailler. Je ferme mon PC, etc. Mais ça peut être fait en même pas une minute. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Et je garde ça en tête. Parce que si on part avec une idée positive, le lendemain matin, on se lève avec plus de pêche. Ça, c'est clair. C'est des choses aussi, on n'ouvre pas des dossiers. Dans tout rôle dans une entreprise ou même dans la vie, il y a des choses qu'on aime faire et des choses qu'on n'aime pas faire, mais on est obligé de les faire quand même. On commence pas un truc qu'on n'aime pas faire le vendredi après-midi, parce que ça va nous rester tout le week-end. D'accord ? Par contre, le vendredi après-midi, il faut être clair sur lundi, ok, c'est quoi mon agenda, j'ai quoi à faire, est-ce que je suis préparé ou pas préparé ? Si je suis pas préparé, il va falloir que je me concentre, quelque chose comme ça. Mais pour que le week-end, voilà, on n'ait pas un poids en disant le dimanche soir, le stress, mais qu'est-ce que j'ai à faire demain ? Mais j'ai pas préparé. Enfin, ça non, parce que ça, vous allez commencer la semaine déjà avec un stress que vous avez pas su gérer, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est des petites choses, mais qui mis bout à bout, parce que c'est une répétition, tous les jours,
font, à mon avis, que ça aide. Voilà. Alors, il y a des personnes qui comprennent très bien, d'autres personnes qui comprennent un peu moins bien, qui disent ouais, c'est un peu surfait, etc. Peut-être. Et moi, j'y crois beaucoup. Tu disais que ton meilleur ami était donc coach sportif. Qu'est-ce qui t'a transmis comme tips que tu emploies et que tu pourrais... Si là, faut quand même que je partage avec mes pairs des petits trucs de coach sportif pour manager. Alors oui, bon, il y a des petits outils. C'est la cohérence cardiaque, par exemple. Donc la cohérence cardiaque, c'est quand face à une émotion, on a forcément son cœur. Face à une émotion, en fait, le corps se concentre sur les organes vitaux. D'accord. Ça, c'est des spécialistes pourraient expliquer beaucoup mieux que moi. Hein. Je suis pas vraiment un expert, mais se concentre sur les organes vitaux. Donc le cœur se met à accélérer pour protéger les organes vitaux. En gros, c'est ça. Donc le cœur se mettant à accélérer, en fait, c'est un peu l'effet boule de neige. On a plus de stress, plus de ça. Donc la cohérence cardiaque, c'est réapprendre à respirer, d'accord. On se pose et on fait des exercices de respiration pour faire redescendre le rythme cardiaque, etc. Et en fait, on apprend à mieux gérer ses émotions quand on fait ces petits exercices, d'accord. Donc ça, c'est l'outil de base. Intéressant. L'outil de base des sportifs. Le corps. Voilà. La cohérence cardiaque, la maîtrise de son rythme cardiaque, de sa respiration, etc. Parce que quand on est tendu aussi, on se referme. Donc la cage thoracique se referme, donc on respire moins bien, etc. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment un outil de base, je dirais. Alors après, c'est plein de petits sujets. C'est aussi le monde de l'entreprise, c'est un marathon, surtout les startups. Hein. C'est pas du tout. Souvent, on a l'idée, c'est une course contre la montre, faut être super rapide, etc. Oui, on peut le voir comme ça, mais c'est surtout un marathon. Donc, il faut avoir un bon niveau, une certaine hygiène de vie, quand même, pour pouvoir maintenir le rythme et savoir gérer ces montagnes de variations d'émotions. Donc, il faut un peu travailler sur son alimentation, faire du sport. Enfin, moi, j'ai 50 ans aussi maintenant, donc faire aussi un peu attention. Donc, c'est toutes des dimensions comme ça qu'on échange. Alors, il est coach pour l'entreprise. D'accord, donc il intervient au moins une fois par an. On fait une journée vraiment coach mental avec l'ensemble de l'équipe. Il intervient aussi quand on en a besoin, voilà, sur des sujets particuliers. Et puis chaque personne dans l'entreprise peut l'appeler pour des questions professionnelles ou personnelles. Il y a une sorte de hotline, quoi. Exactement. Voilà. Trop bien. Et tout ça, et c'est payé par l'entreprise. Et moi, je suis pas au courant du contenu. Ils me partagent pas le contenu. Il y a des gens qui ont fait ça avec des psys, notamment pendant le Covid. Donc toi, tu fais ça avec le coach sportif. Exactement. Et certains l'utilisent. Et j'encourage à le faire. Voilà. Parce que c'est aussi une ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui ne connaît pas du tout le monde de l'entreprise. Lui, il est dans le monde sportif. C'est pas du tout un businessman. D'accord? Lui, c'est vraiment la performance. Comment amener quelqu'un qui a un bon niveau technique, parce qu'il faut quand même un bon niveau technique. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes qui ont des très bons niveaux techniques? Il y en a un qui va savoir performer le bonjour. C'est-à-dire qu'il va savoir dominer ses émotions du stress de la compétition. Et celui qui va sous-performer parce qu'il est pris par ses émotions. En gros, c'est ça. Et moi, ça me passionne. Ce sujet-là me passionne. Qu'est-ce qui va faire qu'un coureur automobile, voilà, ils sont à deux dans le dernier tour, et il y en a un qui va savoir se surpasser, faire le bon freinage, la bonne accélération, la bonne courbe, le tour parfait au bon moment, et l'autre, pris un peu par ses émotions, il est un peu plus stressé. Alors, je parle de course automobile parce que j'habite Le Mans, donc forcément, c'est un sujet. Mais ça peut être, le golfeur, il y a tous ceux qui jouent au golf le savent, le 18e trou, je dois rentrer le putt, et il y en a qui vont rentrer, et d'autres, ils vont moins bien putter que si c'était, juste à l'entraînement. Donc, savoir utiliser ses émotions pour surperformer au bon moment. Et ça, il t'a donné des trucs parce qu'on a entendu la cohérence cardiaque. Est-ce que tu as d'autres choses très, je vais pas dire sur le corps, mais justement très applicables, puisque ça, toi, t'es le premier à... ça me parle, la cohérence cardiaque, mais t'es le premier à le décrire comme un outil
de performance? Est-ce que tu as d'autres trucs? Alors, ouais, il y a pas mal d'autres choses, mais j'invite ceux qui sont intéressés par ce sujet-là à se pencher là-dessus, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour moi, c'est vraiment sous-estimé. C'est très développé aux États-Unis, mais ils sont toujours en avance sur nous. Mais non, les autres choses, déjà, il faut s'entraîner. Voilà. Il faut s'entraîner et se dire, tiens, je suis dans une situation. Il faut reconnaître les moments. Voilà. Là, je suis dans un moment où je dois performer. D'accord ? On peut pas être super performant tout le temps. Enfin, on n'est pas des machines. Hein. Donc là, je dois être performant. Demain, j'ai vraiment une rencontre critique. C'est un point important, etc. Il faut imaginer comment je vais me positionner d'un point de vue émotionnel dans ce moment-là. Il faut essayer de visualiser comment je vais être. D'accord ? J'ai un entretien pour un recrutement. J'ai un rendez-vous avec un client super important. Comment ça va se passer ? Voilà. Comment ça va se passer ? Comment je l'imagine émotionnellement ? C'est avant un entretien aussi, par exemple avec un client dans la gestion commerciale. Je suis face à un client, c'est quel est mon état émotionnel ? Juste l'écrire. Quel est mon état émotionnel ? Je me sens bien ? Non, là, je me sens vraiment super stressé. Les points clés, c'est la préparation aussi. C'est l'entraînement, la préparation. Ça se prépare des choses. On va à un entretien commercial, on prépare son entretien. Voilà, ça se prépare. Quels sont mes objectifs ? Je suis content si j'atteins quoi ? La définition de l'objectif est très importante. Parce que si on ne définit pas d'objectif, on est tout le temps malheureux. Avec un client, c'est pas forcément revenir avec un contrat. On va pas à chaque fois chez un client pour remporter un contrat. Un client, ça peut être faire progresser d'une étape 1 à 2 le développement d'un produit. Voilà. Je suis content s'il se passe quoi ? Alors, quel est mon objectif ? Je suis content s'il se passe quoi ? Et est-ce que j'ai atteint mon objectif ou j'ai pas atteint mon objectif ? Et si j'ai pas atteint mon objectif, essayer de comprendre pourquoi, enfin pas essayer, trouver les raisons pour lesquelles j'ai pas réussi et qu'est-ce que je vais mettre en place pour que la prochaine fois je réussisse. Et dans ce cas-là, en fait, tout est positif. On est toujours positif. Plutôt que de dire j'ai pas atteint mon objectif, je suis un idiot, etc. On part dans des sentiments qui nous font descendre. Non. Tout est positif face à l'échec tant qu'on est dans une courbe d'apprentissage. Et les sportifs, la façon dont les sportifs, ceux qui performent ou ceux qui arrivent à percer, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Mais c'est aussi l'entraînement. Les sportifs s'entraînent parce que le jour J, c'est un peu aussi de la répétition. Ils sont super entraînés, ils comprennent ce qui se passe et ils sont capables de s'adapter au bon moment. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai vraiment appris dans le monde sportif et que j'essaie de mettre en place dans l'entreprise. Mais je m'aperçois qu'en parlant, on pourra encore faire plus. Voilà. C'est passionnant en tout cas. D'accord. Il est temps d'atterrir. On pourrait ouvrir plein d'autres sujets, mais il y a des feuilles devant toi. Et alors, ça va être un moment dessin. Il y aura 2 dessins. Il y a des feuilles et des feutres. Et alors, sur une première feuille, représente comme tu veux. Alors, sachant qu'il y a vraiment aucune pression sur le dessin. Mais c'est un sujet de représentation. Est-ce que tu pourrais représenter quel type de sportif es-tu et quel est le sport que tu joues avec ton équipe ? Qu'est-ce que là tu représenterais comme situation de l'équipe, du jeu ? Qu'est-ce qui te vient comme... On est en période de Coupe du Monde, donc... je t'en prie. J'ai l'image du foot. Attends, il faut dessiner. Ah, il faut dessiner. Ah bah oui. Ouais, mais alors ça, c'est vraiment un exercice où je suis pas à l'aise. Allez. Donc, il faut dessiner. Allez, vas-y, on va faire un truc sur le foot quand même. On est français. Tout le monde nous envie, notre équipe. Alors, si on met un but... je dirais on est forcément plusieurs. On est forcément plusieurs parce que c'est un sport d'équipe. Ce qui fait la force des équipes, bien sûr, c'est les talents individuels. Il faut des talents individuels, il faut de la performance individuelle. Mais les grandes équipes, c'est savoir faire jouer ensemble des talents individuels. C'est là où l'équipe surperforme, en fait, par rapport aux autres. Et toi, t'es où sur le terrain ? Alors, on dit souvent le leader, il est au milieu, c'est le numéro 10, etc. Mais on a un bon exemple aujourd'hui, c'est... notre numéro 10, il est pas au milieu.
Moi, c'est toi qui m'intéresse. Ouais. Alors, moi, je dirais... Et tu peux le dessiner. Moi, ce que j'aimerais, enfin, tel que je me vois, c'est quelqu'un qui essaye de prendre des photos, des angles, sous différents angles, en fait. Analyser, comprendre les situations sous des angles différents. J'aime pas me représenter comme quelqu'un qui est au centre, etc. Moi, j'aime beaucoup que... T'es mobile. Ouais, voilà. Les idées viennent des équipes, que les gens travaillent ensemble sans moi. Au début, quand on construit une équipe, tu m'as posé la question quand on a démarré, bah oui, il faut pousser les gens parce que vous recrutez et bah, il faut essayer de les aligner. Donc au début, vous devez mettre beaucoup d'énergie pour les tirer un peu. Et puis, mais il faut rapidement que les équipes l'équipe se crée entre les différentes personnes. Et puis, un moment exaltant, c'est quand vous voyez que ça y est, c'est parti et on est plus derrière à piloter et l'équipe vous devance. Voilà, ça, je trouve ça un moment quand on voit ça. Ça, c'est vraiment un moment exaltant, je trouve, dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire de voir l'équipe heureuse, d'arriver à s'accorder entre entre le monde scientifique, technologique et le monde marketing, dire si on essaye, on a trouvé un truc, une bonne idée, puis on voit qu'ils sont tous les deux, enfin les deux parties s'accordent sur ce qu'il faut faire et que vous n'avez pas vraiment été partie prenante et vous accompagnez, etc. Vous êtes là vous êtes là pour challenger différents aspects. Là, vous êtes combien ? Une vingtaine. Donc, moi, je me vois pas vraiment à un endroit, je me vois plus... Donc là, on pourrait mettre moi, quoi, c'est ça ? Non, parce que ça, c'est pas... Enfin, je veux dire, une espèce de rotation, ouais, une espèce de mouvement, de rotation, ouais. Et les flèches, ça Mais j'aime bien, mais dans une journée, c'est... vous êtes un moment avec dans la technique, vous allez dans les labos parce que j'ai envie de comprendre ce qui se passe et de voir, etc. Et de voir si la personne est... comment elle est dans son état d'esprit par rapport à son travail. Et puis, une heure après, vous êtes avec vos banques. Une heure après, vous êtes avec des clients. Une heure après... Donc, on est forcément... on voit ce qui se passe sous différents angles. C'est comme ça, mais c'est pas moi. Ça, okay. Non, j'aime pas. Alors, tu mettrais quelle légende ? Parce que si je présente ça, si je dis... Alors ça, c'est la vision de Xavier... Ouais, ça veut pas dire grand-chose dans le dessin. Mais qu'est-ce que tu mettrais comme légende pour comprendre le schéma, la représentation ? Ouais. C'est dur ce que je te demande. Ouais. Je sais. Non, je sais pas vraiment synthétiser ça. Moi, je dirais c'est regarder, analyser pour influencer peut-être. Tu veux le noter ? Je sais pas. En fait, on fait une collection des dessins. On a un tableau de nos dessins. D'accord. Super. On a déjà un premier dessin. Ouais. Est-ce que tu voudrais bien le signer ? Waouh. Génial. Et donc, j'ai un dernier dessin qui sera aussi vraiment notre piste d'atterrissage. Hop, une autre feuille. Comment tu pourrais représenter l'heure qu'on a passée ensemble ? Déjà, c'est passé super vite. C'est très agréable. C'est pas des questions faciles. C'est des sujets passionnants, par contre. Voilà, c'est vraiment des sujets vraiment très passionnants. C'est mon point de vue à mon niveau. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça n'a pas du tout vocation à dire c'est comme ça qu'il faut faire. Chacun fait comme il veut. Voilà. Chacun a sa vue. Mais c'est un bon exercice d'essayer de comprendre. Et en lisant les interviews d'autres personnes qui sont venues faire cet exercice-là, il y a plein de points de vue. Donc faites-le comme vous avez envie de le faire. Voilà. Vous voulez entreprendre, allez-y. Et vous verrez, c'est pas si exotique que ça. Et vous apprendrez à naviguer, apprenez à naviguer et vous en sortirez. Voilà. On saute et on apprend à nager. Exactement, voilà. Je veux bien un dessin quand même, parce que moi, les dessins les heures qu'on passe ensemble, elles sont chères pour moi. Alors, désolée, là, je sens que je t'embête. Non. Alors, nous, on est basé à Rennes, on est breton, donc j'ai pris l'exemple de la mer à naviguer. Donc, je mettrais, un beau voilier qui est pas du tout représenté tel que je le fais actuellement, mais voilà, donc il va être sur une mer calme. Il faut apprendre à naviguer sur une mer calme.
Aussi, comment aller vite sur une mer calme où il n'y a pas de vent. Et puis après, il y a des mers qui sont beaucoup plus up and down. Ça, c'est le monde un peu plus des startups. Donc, comment je gère les pics. Voilà, comment je gère les pics. Et le navigateur, le très bon navigateur, il va savoir s'adapter à son environnement. En fait, il s'adapte tout le temps à son environnement. Et s'adapter à son environnement, c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense. C'est ce qu'il y a de plus dur, mais c'est ce qu'il y a de plus exaltant, d'arriver à bien identifier là où vous devez prendre des décisions parce que ça peut être dangereux ou une grosse opportunité. Puis il y a des informations où il faut savoir les ignorer aussi. Donc il faut du courage. Voilà, il faut le courage de dire non aussi aux informations qui vous tombent, etc. Et les navigateurs c'était la route du Rhum très récemment et je suis admiratif parce qu'il faut énormément de courage pour traverser l'Atlantique sur des bateaux à des vitesses folles, dans des environnements qui sont tout le temps en train de changer. Voilà. Je pourrais pas mieux dire comme conclusion. Est-ce que tu veux bien signer ton dessin? Écoute, Xavier, merci beaucoup. Non, mais merci à toi, c'était très, très sympa. Merci. Ça y est, la conversation est finie. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et si c'est le cas, mentionnez-le sur vos réseaux et votre chaîne de podcast préférée. Vos retours sont hyper précieux, c'est ce qui nous motive à continuer. D'ailleurs, si vous souhaitez prolonger la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Enfin, pour celles et ceux qui s'intéressent aux mécaniques d'hypercroissance, moi, c'est ma passion, je vous recommande chaudement notre podcast Kiss My Scale. J'y reçois des personnalités aux manettes de croissance vertigineuse. Bon allez, et maintenant au boulot!